Abbé Arthur Robert, professeur à l'Université Laval, leçon de logique, 8e édition. Avant-propos. Ces leçons de logique, nous tenons à le déclarer, ne s'adressent pas aux étudiants en philosophie dans les séminaires et les collèges classiques. Le petit volume que nous présentons au public a surtout pour but de mettre la philosophie aristotélicienne et thomiste à la portée des élèves des cours académiques des écoles normales et des couvents, et aussi de la classe instruite en général. Les manuels de philosophie en français ne manquent pas, mais la plupart, pour ne pas dire tous, ne répondent pas au programme de notre enseignement primaire. Les uns trop volumineux, les autres moins considérables, à part de nobles exceptions, ne sont pas toujours conformes aux immortels principes de la philosophie scolastique, si souvent recommandés par les papes. Sans avoir la prétention de combler une lacune, notre travail, nous l'espérons, sera de nature à rendre quelques services aux instituteurs et institutrices, religieux ou laïcs, qui se dévouent avec tant d'intelligence et de savoir-faire à l'éducation de la jeunesse. Est-il besoin de dire que ces leçons exposent, dans un ordre peu différent de la matière qui fait l'objet de tous les manuels de philosophie scolastique? Notre seul mérite est d'avoir condensé, résumé, le plus clairement possible la doctrine que l'on rencontre chez la plupart des auteurs. Font suite à ce court traité les leçons de psychologie et les leçons de morale, qui ont aussi reçu du public le plus bienveillant accueil. Nous n'avons qu'une seule ambition, c'est de voir plus connue et mieux appréciée la philosophie traditionnelle, la seule vraie, puisque seule, elle résout avec satisfaction les graves problèmes qui intéressent l'humanité. Leçon de logique. Introduction. 1. Définition de la philosophie. La philosophie est la science de toutes choses par leur cause ultime. La philosophie est une science. Le propre de la science est de chercher les causes des choses, d'en étudier les principes intrinsèques et d'en découvrir les fins. La simple connaissance, au contraire, est superficielle. Elle ne s'arrête qu'à la constatation des faits, sans en dire le pourquoi. Aussi bien est-elle le partage de tout le monde, tandis que la science est le privilège du petit nombre. À tous, il est possible d'observer une éclipse de soleil, mais peu en ont la science. La philosophie réalise admirablement ces conditions. Les vérités qu'elle enseigne, elle ne se contente pas seulement de les énoncer, mais elle les démontre. Elle en donne le pourquoi, les causes. Science acquise par les seules lumières de la raison, la philosophie se distingue de la théologie, qui a pour fondement les vérités de la foi. La philosophie, contrairement aux autres sciences, ne s'occupe pas seulement d'une classe d'êtres en particulier ou d'une seule chose. Elle embrasse l'universalité des êtres, l'ensemble des choses, pour en trouver les causes. Et ces causes qu'elle cherche, ce sont les causes ultimes. Les autres sciences s'arrêtent aux raisons prochaines et immédiates. La philosophie remonte aux premiers principes, aux raisons les plus simples et les plus générales. 2. Objet de la philosophie. L'objet d'une science est matériel et formel. Comme son nom l'indique, l'objet matériel est ce qui fait la matière des recherches d'une science. Ainsi, l'ensemble des choses constitue l'objet matériel de la philosophie. Mais le philosophe étudie l'universalité des êtres. L'ensemble des choses a ce point de vue spécial qu'il en veut connaître les causes ultimes. Ce point de vue spécial s'appelle objet formel. Et donc, les causes ultimes sont l'objet formel de la philosophie. Ce qui spécifie une science, ce qui lui donne son caractère distinctif, ce n'est pas son objet matériel, mais bien son objet formel. Au reste, l'objet matériel est souvent le même pour différentes sciences. Les corps sont la matière de la physique et de la chimie. Celles-ci étudient leur composition intrinsèque, celles-là considèrent leur mouvement. C'est donc le point de vue spécial, entre parenthèses, objet formel, de leur recherche qui distingue ces deux sciences. 3. Utilité de la philosophie. La salutaire influence que la philosophie exerce
et sur les individus et sur la société, les précieux avantages qu'elle procure aux sciences et à la religion chrétienne prouvent sa grande utilité. A. Influence de la philosophie. Sur les individus. L'intelligence et la volonté sont les deux plus nobles facultés de l'homme. L'une tend vers le vrai, entre parenthèses l'intelligence, l'autre vers le bien, entre parenthèses la volonté. Et la science qui permet à chacune de ces deux facultés d'atteindre son objet plus facilement et plus sûrement, lui est certainement profitable. Or, tel est le rôle de la philosophie. En donnant à l'esprit humain les règles pour bien juger et bien raisonner, non seulement elle lui montre le chemin qui conduit à la vérité, mais, de plus, elle le met en possession des moyens capables de lui faire surmonter les obstacles qu'il rencontrera sur la route. Faut-il ajouter que, grâce à la philosophie, l'intelligence acquiert beaucoup de connaissances. N'est-ce pas là un grand avantage ? Aussi bien, la recherche des causes dernières est encore pour elle une excellente gymnastique qui lui fait contracter peu à peu l'habitude de la réflexion. Quant à la volonté, elle subit la direction de l'intelligence. Nous voulons bien ou mal, suivant que nos idées sont bonnes ou mauvaises. C'est la philosophie qui fournit à l'intelligence les saines notions que l'homme fait passer dans ses actes. Sur la société, en exerçant sa salutaire influence sur les individus, la philosophie ne peut manquer d'atteindre la société, parce que celle-ci est un tout dont les individus sont les parties. Au surplus, telle vie, telle mœurs. Cet adage est encore plus vrai pour la société que pour les individus. Certes, en elles-mêmes, dans leur forme abstraite, les idées ne sont guère contagieuses. Mais elles se concrétisent dans le journal, dans le livre, et ainsi pénètrent dans les foules qui, l'expérience le prouve, vont toujours au bout de leurs principes. Comme l'écrit Lamennais dans son essai sur l'indifférence, tout sort des doctrines, les mœurs, la littérature, les constitutions, les lois, la félicité, les États et leurs désastres. La civilisation, la barbarie et les crises effrayantes qui emportent les peuples ou les renouvellent. C'est pourquoi, si l'on veut comprendre l'histoire d'un peuple, que l'on examine bien sa philosophie. B. Avantages de la philosophie. Pour les sciences. Ces avantages sont généraux et spéciaux selon qu'ils sont propres à toutes les sciences ou à chacune d'elles. Avantages généraux. Les sciences supposent certains principes, certaines notions fondamentales qui sont comme leur base. Ces principes, ces notions, c'est la philosophie qui les fournit. Tels sont les principes d'identité. Ce qui est. Le principe de contradiction. Une chose ne peut pas être et n'être pas en même temps. Le principe de causalité, tout est fait à une cause. Avantages spéciaux. Les sciences mathématiques, les sciences physiques, les sciences naturelles, les sciences morales et sociales sont aussi tributaires de la philosophie. Celle-ci, en effet, dit aux mathématiciens ce qu'est l'étendue, le nombre, la quantité. Elle enseigne aux physiciens les notions de substance, de cause et de loi. Aux géologues et aux zoologistes, elle donne la définition de la vie, du genre et de l'espèce. Enfin, elle initie le moraliste et le sociologue aux idées de bien, de devoir, de liberté et d'autorité. Qui contestera les services précieux que la philosophie rend aux médecins, à l'orateur, à l'écrivain et à l'homme d'État? À cause de l'union intime qui existe entre le corps et l'âme, la psychologie vient au secours de la science médicale. Et le médecin, pour réussir dans ses traitements, devra être au courant de l'influence du moral sur le physique et réciproquement. Par exemple, il devra connaître le rôle de l'imagination et des passions auprès du système nerveux et du cerveau. C'est pourquoi Bacon avait coutume de dire que la médecine non basée sur la philosophie est une bien petite chose. Et Leibniz formait des vœux pour que les médecins philosophassent et que les philosophes médicinassent. Pour convaincre, plaire et persuader, l'orateur doit connaître les lois du raisonnement, entre parenthèses logique, et le mécanisme des passions, entre parenthèses psychologie. Quant à l'écrivain, avant que d'écrire, il doit apprendre à penser. Or, l'art de penser,
c'est la logique qui l'enseigne. Et la morale montrera à l'homme d'État, aux politiques, la science si difficile du gouvernement. Pour la religion chrétienne, la philosophie démontre les vérités qui sont les préambules de la foi, telles l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme. Ces vérités solidement prouvées acheminent l'esprit vers la croyance au dogme de la foi. Elle fait voir, aussi, tout le bien fondé de nos mystères en expliquant qu'ils sont non contraires, mais au-dessus de l'humaine raison. Comme la plupart des objections contre le christianisme viennent des sophismes courants, lesquels ne sont ni plus ni moins de fausses définitions, la philosophie rend encore un signalé service à la religion en restituant aux vérités leur saine et juste notion. 4. Division de la philosophie. La philosophie comprend 3 parties qui sont la logique, la métaphysique et la morale. L'ensemble des êtres, l'universalité des choses, objet matériel de la philosophie, peut se diviser en 3 classes. Il y a d'abord les êtres de nature qui existent indépendamment de nous. Ces êtres, nous les étudions, nous ne les produisons pas. La recherche du dernier pourquoi de cette réalité dont nous ne sommes pas les auteurs s'appelle philosophie spéculative, réelle. Viennent ensuite les êtres qui dépendent de nous, que nous produisons, que nous pratiquons. L'étude approfondie de ces êtres se nomme philosophie pratique. La philosophie comprend donc 2 parties, la philosophie spéculative et la philosophie pratique. La philosophie spéculative s'appelle métaphysique, la philosophie pratique se partage en 2 groupes, logique et morale. En effet, ces êtres dont nous sommes les auteurs sont les actes de l'intelligence, entre parenthèses logique, et de la volonté, entre parenthèses morale.